30 previews en 30 jours. Yes sir. On est à Utah. Exactement. Utah. L'amas de briques de Russell Westbrook. Et You parce que c'est toi. Voilà, c'est ça. Voilà, n'oubliez pas Rire et Chanson tous les jours à midi. Exactement, c'est à midi sur Trash Talk qu'on rigole. Avec Alex, et c'est de la bombe de balle. Et jeu de mots, #jeu de mots. Exactement, aujourd'hui on va aussi parler de jazz. Installez-vous peinard, c'est le grand classique du YouTube Game, les 30 previews en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré. Et donc on a déjà fait beaucoup de franchises. Et aujourd'hui on va parler du jazz, parce que c'est une franchise qu'on devait garder dans le dernier virage. Ah bah clairement. On va peut-être commencer par tout ça, quoi. Clairement. Parce que là, j'allais te faire mon pronostic. Que le marché de l'été. J'allais te faire mon pronostic, moi. Et oui, on va s'occuper du Utah Jazz et donc évidemment, ça démarre avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Nous sommes sur une saison régulière à 50 victoires. Ouais, 5e de l'Ouest. C'est ça. Après ce qu'on avait vécu, c'est-à-dire ces espèces de playoffs 2018 tellement surprenants, la saison rookie de Donovan Mitchell, le Thunder passé au premier tour. Le Thunder et le premier tour, ça commence à devenir un running gag, pardon. Et tu démarres cette saison avec plein de hype et de promesses. Exactement. Mais c'est vrai que ça a été une régulière très bonne. 50 wins à l'Ouest, c'est très bon, quoi. Très très bon. Mais on a vu Donovan Mitchell galérer pendant au moins les 2 premiers mois. Monter en température, ouais. Monter en température un peu plus compliqué que sa saison rookie où il nous avait complètement épaté de A à Z. Playoff inclus. Quand t'as 0 attente, tout le monde est épaté. Ouais. Exactement. Là, il y avait plus d'attentes et donc on a été un petit peu plus sur notre fin, mais enfin, le garçon, il a quand même réussi à monter en puissance comme un vétéran, alors qu'en fait, c'est sa 2e saison et à nous montrer que non, il avait pas juste fait une bonne saison de rookie, qu'il était installé sur le poste 2 en NBA pour un bail, quoi. C'est ça, on a des matchs notamment un petit peu déclic. On a vu ce qui s'est passé à Détroit, où ça trash talk sur le bord du terrain, et donc Donovan Mitchell commence à se vénère. On a eu aussi des matchs épiques, comment ne pas parler du match face aux Warriors avec le panier au buzzer de Jonas Jerebko, avec Joe Ingles qui est complètement en feu. D'ailleurs, Joe Ingles fait sa saison. Rudy Gobert fait sa saison. Mais d'une manière générale, Ricky Rubio, ça va. D'une manière générale, le Jazz fait une bonne saison régulière, bien sérieuse, avec un Quinn Snyder qui maîtrise ses rotations, des joueurs qui appliquent les tactiques, mais genre à la lettre, c'est quoi. Je sais pas ce qu'il leur fait, mais tu vois, t'es d'accord. Ah non, mais Quinn Snyder fouette avec des lanières cloutées, avec des orties. Comment il fait, mais laisse tomber, c'est un truc de malade. Une défense, voilà quoi. La défense du Jazz. Disons que quand t'as le double défenseur de l'année dans ton équipe. Oh, puis même. Il y a Gobert en plateforme, mais bien sûr. Je veux dire, Rubio, Mitchell, il glande pas. Joe Ingles, il fait le taf. On a vu des Derrick Favors rentrer en jeu. Enfin, tu vois, il y avait Jay Crowder. Bien sûr. Franchement. Non, il est clair que Utah a fait du Utah basketball, c'est-à-dire ça joue collectivement, ça défend très très bien. C'est discipliné. Très content quand même pour Rudy parce qu'il avait eu des soucis de blessure l'année où il avait eu remporté son premier titre de défenseur de l'année. Là, il fait vraiment une saison pleine, complète, avec notamment des matchs en international où ça carbure. Bon, il y a aussi comme grand moment les larmichettes, parce que Rudy n'a pas été All-Star, voilà, donc ça on s'en souvient, c'était aussi assez marquant. Mais Utah se pointe donc en 5e place de la conférence Ouest. Et va jouer Houston, qui a fini 4e. Et va jouer Houston, tout à fait, qui joue 4e. Et là, ils se font défoncer. Faut dire les mots. Et malheureusement, il y avait déjà eu la demi-finale de l'année dernière en play-off. Il s'était déjà fait défoncer, d'ailleurs. Il s'était déjà fait défoncer dans un contexte qui était évidemment totalement différent. C'était les premiers vrais play-offs avec Donovan Mitchell. Rubio s'était blessé. Là, quoi que tu tentes, face à Harden, Capella, PJ Tucker et compagnie, Chris Paul. Tu y es pas. Et Chris Paul. Fait mal. Bien sûr. Tu n'y es pas. Houston, c'est la kryptonite, clairement, du Jazz. À chaque fois que le Jazz croise la route des Rockets, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il n'y a pas cette puissance offensive qui leur permet de tenir. Exactement. En fait, je suis content que tu dises ça parce que c'est exactement ça. Parce que quand on parle de ça, à chaque fois on dit oui, mais en fait, genre Ingles, il peut pas défendre sur Harden. Dès qu'il y a un switch, Rudy, il n'arrive pas, il peut pas tenir. Derrick Favors non plus. Puis Eric Gordon, c'est un problème. C'est vrai. Mais le truc encore plus vrai,
c'est qu'ils font déjouer Donovan Mitchell, ils obligent Rubio à shooter, ils emmerdent Ingles. Enfin, en gros, ils font... Et pour le coup, le Jazz, si le Jazz, on peut le dire, est une des équipes les plus disciplinées de la ligue, avec une des défenses les plus reloues à jouer clairement de la ligue, c'est plutôt average en attaque. Non, bien sûr. C'est plutôt average. De toute façon, c'est un miracle quand on voit le Donovan Mitchell qui débarque, parce que tu te dis, un mec comme ça aussi doux offensivement à Utah. Mais même avant, avec Gordon Hayward, c'était déjà average en attaque. Bien sûr. Ah bah, tout se base notamment sur le système, parce que dès qu'on rentre dans le playoff basketball et qu'il faut se fier aux stars, le star system du Jazz est trop bas. Ouais, et puis même au niveau de l'expérience, ils en ont un peu, mais ils en avaient pas non plus tant que ça, déjà beaucoup moins que les Rockets. C'est clair. Donc ils se sont fait déboîter et ils sont rentrés à la maison un peu déçus avec notamment fin avril, là, voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donovan Mitchell est rentré dans un Eric Gordon qui était clairement défensivement en mission. Ça a été très très dur pour Donovan, qu'on a pu voir notamment après à Paris, dans le cadre de son tour promo, qui a pu en parler un petit peu. C'est vrai que c'était une vraie claque pour lui, parce qu'il y a eu la surprise de la première saison, et là quand tu vois qu'il est vraiment attendu sur le scouting report, ça change, c'est pas pareil. Au niveau quand même des autres petites choses qu'on peut dire sur ce coup en rétro, arrivé en cours de saison d'un certain Kyle Korver, pour essayer de dynamiter notamment le banc et mettre des shoots à distance. Royce O'Neal, le développement, ça se passe bien aussi. Ça. Intéressant ça. Très même l'autre, intéressant. Georges Niang. Ouais, Niang. Franchement, je déteste pas ce genre de petit gars. Je veux bien voir ce que ça ça peu donne. D'opportunités, mais ce que ça peut donner très peu. Mais les miettes qu'on a vues, moi, je suis là, je comprends Quinn Snyder. Ouais, je comprends que ça soit lui qui file les miettes. C'est ça. Tony Bradley aussi. Toujours cette interrogation par rapport à Dante Exum. Il n'empêche que c'est toujours dans la rota. Et du coup, il y a un goût d'inachevé quand même. Il y a un goût d'inachevé et en même temps, logique. Tu te dis, si t'es le management du Jazz, t'arrives sur l'été, tu te dis bon, ok. Genre, on en est là, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu te marres? Parce que je le sais que t'es clutch dans tes transitions. Ah oui, pardon, bon, bien sûr, c'est la transition maintenant. Et donc, quand tu t'arrives ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de dire oui, ça va être le marché d'été, je veux dire, t'arrives là, t'es le Jazz, ça fait 2 saisons de suite, tu fais un peu la même saison. Un peu, quoi, à peu de choses près. Ok, il y a une saison, t'es allé en demi-de-conf, mais c'est plus ou moins la même saison, régulière, avec évidemment, on va toujours trouver des différences, mais je veux dire, dans la continuité, maintenant, tu t'es forcément dit, genre, comment on passe un cap? Le step-up, ouais. Bien sûr. Voilà. Et le management de Utah, il a décidé de passer un cap. Et justement, on va regarder tout ça. Le marché. On va regarder ça tout de suite en détail dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le magnifique tableau du Jazz. Il y a du mouvement. Je pose tout de suite le gros pavé dans la mare. Chez certains observateurs du Jazz, c'est peut-être un des meilleurs étés de leur histoire. Ah bah franchement, ouais. Comment ne pas se toucher furieusement quand tu vois l'été du Jazz avec la base qu'ils avaient, ce qu'ils ont décidé de faire. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait la free agency et avant même qu'il y ait la draft, tu vas aller récupérer Mike Conley. Ouais. Non mais putain, Mike Conley quoi. Non, et puis c'est tellement parfait. Genre tu vas récupérer Mike Conley, mais ça va ce que tu lâches. Bien sûr. Ah non, mais ça va quoi. Bien sûr. Tu as upgrade un peu de partout, puisque Ricky Rubio est parti aller s'éclater avec DeAndre Ayton à Phoenix, et tu as pris Mike Conley, qui était un des joueurs les plus suivis et prisés. Expérience, papa de gauche, leader de vestiaire, la totale. Merveilleux relais futur de Quinn Snyder. Non mais il y a du vrai mouvement côté bien Jazz, sûr. parce que Ricky Rubio s'en va, mais Derrick Favors est parti. Jay Crowder est dans le trade poste par de poste, Conley. en fait, hein. Poste par poste. C'est pour ça que je faisais la Ricky Rubio par rapport à Mike Conley. Okay. Mais donc là, quand tu dis Derrick Favors s'en va. Ed Davis rentre. Qui vient de nous faire une saison avec les Nets, bonjour. Profil complètement différent. Tout à fait. De Favors, tu bien vois. Sûr. Mais tout aussi intéressant. C'est ça. T'aurais pu enlever, si tu veux, Thabo Sefolosha et dire genre, je vais prendre Jeff Green. Ouais, ou Bojan Bogdanovic, pardon, oui. Déjà. Bien sûr, qui ça est la grosse signature vraiment du Jazz. Ils ont mis combien sur la table, la Bleuta? Je vais regarder. 18 par 18 an. l'année. Ouais, un truc comme ça. Comme ça, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, 18 par an. Mais ouais, ça c'est la grosse signature, parce que Bojan aussi en sortie d'Indiana était prisé. Ils ont mis 72, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Bojan, c'était vachement bien. Et puis 73 sur 4 ans, c'est ça. Évidemment, le gros coup de l'été côté Jazz, quoi, la signature d'Emmanuel Mudiay. Ça, je savais, je m'y attendais. Il n'empêche que quand tu as Mike Conley et derrière Dante Exum et que tu veux un autre petit à pouvoir développer qui peut aussi s'en sortir dans un système. Qui est un peu combo en plus. C'est ça. Si on peut pas lui enlever un truc, c'est qu'il a du physique. C'est ça. Et puis je ne sais plus sur quel preview qu'on a dit ça, mais je veux bien voir aussi ce que d'un joueur quand il n'est pas dans l'ancien système des Nuggets et chez les Knicks. C'est vrai.
Voir ce que peut donner un joueur comme ça aussi à Utah. Défensivement, il peut être exploité par Quinn Snyder. En plus, dans le Texum, l'autre, c'est quoi sa prochaine blessure, hein, c'est un peu la question qu'on se demande. Malheureusement. Non, et qu'on se pose. Donc, Moutier va avoir du temps de jeu, hein, je pense. Manu Moutier, tous les jours, il va à la cantine, il y a Mike Conley à côté de lui, quoi. J'en parle pas, il y a des gens qui vont croire que je parle d'un Hall of Famer, First Buzz, etc. C'est pas ça, c'est juste qu'il faut comprendre que de la perspective des fans du jazz et du jazz dans la franchise globale, avoir un joueur comme ça, c'est un peu comme s'il leur fallait cette espèce de pièce du puzzle pour passer ce cap supérieur. Et ça, c'est superbe. Ouais, non. Clairement, donc sinon, pour parfaire, un Neto est parti, Ekpe Udoh est parti. Oui, Kyle Korver aussi, il est allé shooter avec Budenholzer à Milwaukee. Avec Giannis. C'est ça, ça va être sympa ça aussi. Voilà, soyez pas surpris. Ça va être sympa. Mionis, Stanton Kidd. Tu l'as dit Jeff Green. Hein. Ouais, Parce Jeff que Green, c'est une belle petite addition, ça, Jeff Green en scred. Hein. Ah, mais de toute façon, Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Jeff Green et Ed Davis. Et notre ami Ed Davis, c'est trop bien. Après, il y a Emmanuel Mudiay qui est un cran en dessous, mais ça, c'est trop bien. Sur chaque poste, tu réponds à un besoin. C'est trop bien foutu, sans trop lâcher, comme tu l'as dit. Donc, kudos vraiment pour le management de Utah qui a été capable d'être culotté par le passé. Je veux dire, le soir de la draft, quand il y a le trade de Donovan Mitchell, on était un peu sceptiques. On se disait, Trey Lyles, etc. Genre, il y a du développement, c'est bizarre de lâcher ça. Culot récompensé avec le développement d'une pépite. Et puis même Quinn Snyder, après, il a vu Donovan Mitchell, il a fait tiens, viens là, Rodney Hood. Donc, tu vois le banc là ? Bah, tu vas t'asseoir. T'as vu le rookie ? C'est vrai, hein ? Bien sûr. Hein, au départ de Gordon Hayward, c'était pas évident. Hein. Ah non, c'est les clair, clés du camion, normalement, elles étaient parties pour être à Rodney Hood, en fait. Ouais. Non, je suis... Enfin, en fait, de Rubio Hood, l'autre maintenant, il est avec du Conley Mitchell. Et ça, quand même, bon. c'est assez violent. On parlera de ce genre de duo, évidemment, après dans la hiérarchie, ce que ça donnera, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer au jazz. Très intéressant aussi cet aspect, on venait de parler de Bojan en surface, mais Utah, marché des agents libres, qui claque plus de 70 millions sur un joueur, c'est rarissime. Ah, c'est clair. C'est rarissime. Généralement, Utah forme ses joueurs. Voilà, on le sait, on va pas non plus faire le dessin de Salt Lake City et de Utah, c'est pas non plus le bled qui attire le plus d'agents libres. Non. Et donc, quand t'as un mec comme Bojan qui débarque, bah oui, tu mets la blinde. Parce que c'est aussi un joueur qui peut rapporter une autre pièce du puzzle. Vraiment hyper... Je sais pas toi, moi j'étais impressionné par le taf du management de Utah. Ah non, mais clairement, mais je suis d'accord. Genre, en fait, si t'étais management, qu'est-ce que t'aurais pu demander de plus, à part KD ? KD, ça aurait été bien. Ça aurait été pas mal. Mais non, mais tu vois, par rapport à leur contexte... Jimmy Butler avec les fans du jazz. Jimmy Butler avec les fans du jazz, franchement... Pas d'enfoiré. Il y a moyen qu'ils finissent les pieds dans le béton, par contre. Ouais, goudron et plume. Ouais. Non, mais c'est très intéressant, ce marché de l'été est vraiment très intéressant. Et notre ami Quinn Snyder va pouvoir vraiment se faire plaisir, je pense. Il a du taf, mais il peut se faire plaisir. Non. Il peut faire un 5 majeur, c'est ça. Il est en feu, Alexis Nator. Est-ce que t'es chaud pour la section suivante ? Eh bien, c'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, le point étendu, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Je crois que j'ai une bonne nouvelle. Il y a 5 locks. Ah bah... Il y a 5 locks à Utah et attention, ouvrez bien les oreilles parce que le 5 majeur du Jazz sur la saison à venir, à la mène. Mike Conley. Au poste d'arrière. Donovan Mitchell. Au poste d'ailier. Je dirais Joe Ingles ou Bojan Bogdanovic. De toute façon, on va faire 3-4 tous les deux. C'est Joe, avec Bojan Bogdanovic en 4. Enfin bon, tu vois, ça va Rudy Gobert en 5. Voilà. Ça va, putain. C'est pas mal. Ça shoot, ça défend, c'est intelligent, il y a de l'XP, de la jeunesse. C'est plus athlétique. Il y a deux monstres athlétiques. Il y a 2 gros bestiaux, mais il y a 3 middle athlétiques, on va dire. Tout à fait. Sans leur faire offense, hein, c'est des beaux bébés, hein, c'est des beaux athlètes, mais voilà. Et qui compensent énormément avec du cerveau et de la technique. Parce que Joe Ingles, Mike Conley, à mon avis, les discussions autour de la Duval, elles vont être pas mal. Ah oui. Ah puis, mais attends, même Bojan. Hein. Ah non, mais c'est pas même Bojan, c'est évidemment Bojan. Bojan, pop. Mais Bojan est capable de monter à l'arceau, etc., alors que Joe Ingles, il l'a fait... Et puis Bojan, il a ce petit côté un peu fou, là, scoreur fou, un peu, qui va de temps en temps nous énerver parce que 2 sur 16, mais de temps en temps aussi l'autre, dans le système, 12. Le mouvement de balle, là... Soyez pas surpris si Bojan fait des matchs à 28 points de temps en temps. Vous allez voir. On peut être surpris, oui, bien sûr. Bojan, par rapport au point que tu mentionnais,
un peu plus grand que l'ami. Ah non, il fait la même taille que Joe Ingles, mais c'est pareil. Hein, mais c'est pareil, mais ça va jouer 3-4. C'est pareil. Ils ont pas le. Ils sont très bien en 3 et en 4, ils vont régulièrement souffrir face à des athlètes plus costauds, plus rapides, plus grands, plus athlétiques, tu vois. Mais on va voir. Après, t'as Rudy à côté, hein. Et Rudy, ça peut être pas mal. Tous les joueurs sont tellement intelligents et expérimentés, hormis Donovan et Rudy, que tu peux très bien orienter vers Gobert en défense et dire genre allez-y, montez dessus. Attends. T'as Jeff Green sur le banc, qui lui est plus athlétique. Après le banc, poste par poste. Hein. Bon, Exum Moutier derrière Conley. Très bien. Donc c'est plutôt bien. Très bien. Moi je mettrais Royce O'Neal derrière Donovan Mitchell en gros. Non, il est 3, lui, 2-3 quoi. Non, oui, non, c'est Royce O'Neal, ils vont essayer de voir ce que ça peut donner. Il y a aussi Nigel Williams-Goss, ils aiment bien développer un peu les jeunes, ils avaient essayé avant de le mettre dans le trade, qui est à Memphis, là, qui fout des béquilles à tout le monde. Ah, le Babtou, là. Grayson Allen, merci. Donc il va avoir peut-être des opportunités, mais ouais, je suis d'accord, Royce O'Neal va être là pour apporter du punch en sortie de banc. Il a eu du temps de jeu un peu en play-off et tout, il a été correct. Hein. En 3, peut-être du Nyang, mais il y a le fameux Nyang. Ouais, c'est ça, ou sinon ça va tourner. Mais ça va tourner, c'est Jeff Green en fait, qui va faire tourner des Boyan et des Joe Ingles. Potentiellement, parfois il peut être joué aussi en 4, évidemment, et donc là ça tourne dans tous les sens. Et alors au poste 5, pas de problème. Quand Rudy est fatigué, Ed Davis. Et un petit Tony Bradley pour mettre du muscle aussi. C'est pas non plus dingue le banc. Hein. Non, mais c'est complet. Oui, mais c'est pas très talentueux. Disons que... C'est pas ouf. C'est qui le vrai 6ème homme qui prend en main la seconde unit, en fait? Là-dedans, là? Ouais. C'est qui? C'est quoi, tu veux dire offensivement ou oui, le mec à qui tu files la balle en seconde unit quand, par exemple... Est-ce que tu reposes Conley et Mitchell ensemble? Peut-être quand même de temps en temps. Peut-être, mais... Du coup, tu files la balle à qui? Il est clair que la prolongation là, a été posée l'année dernière, Dante Exum doit passer un cap. Voilà. On est d'accord. Est-ce que c'est sûr ou pas? Merde. Je suis pas... Oui, d'accord, je suis pas en extase non plus devant ce banc, moi, perso. Non, ça c'est sûr. Je le trouve cool, je le trouve intéressant. Je pense que, vu la qualité tactique de Quinn Snyder, il va nous trouver les bons équilibres, les bons assemblages et tout. Mais désolé, quoi. Exum, Moutier, O'Neal, Jeff Green et Davis... Bon, non, ça va. C'est pas mal, mais autant j'adore le 5 majeur, autant je suis pas oufissime sur le banc. On est d'accord. Il n'y a pas un banc qui est incroyable. On le sait, Utah va devoir se reposer énormément sur son système. Et on sait aussi qu'avec un tel 5 majeur, Snyder va être le premier à s'assurer qu'à chaque fois, il y a un starter qui est sur le terrain. Minimum. Mais il va filer la balle dans les mains de Joe Ingles sur certaines phases de jeu. C'est ça, parce que quand tu dis... Il va bricoler, il va pas faire... De toute façon, les rotations de Snyder ne sont pas binaires. Hein. Non, ça c'est pas clair. Billy Donovan, l'autre. Non, ça c'est sûr. L'autre, il fait pas, tiens, 5 remplaçants, tiens, 5 titulaires. Les 5 mecs en chasuble là pour rentrer. Non. Et d'ailleurs, tu en parlais par rapport à cette histoire de backup derrière Mike Conley. On le sait aussi qu'il y a beaucoup de Joe Ingles balle en main qui créent sur pick and roll. Oui. Souvent, avec des snipers dans tous les coins. Et puis, tu peux peut-être avoir Exum et Moutier qui jouent ensemble aussi. C'est ça. Tu peux avoir Mitchell qui sort et en fait, c'est Moutier qui rentre. Ouais. Ou Exum, et ça joue à côté de Conley. Tu vois, ça, c'est possible. Hein. C'est... Tout à fait. C'est même souhaitable, en fait. C'est clair. Et c'est pire que souhaitable pour eux, là, s'ils veulent justement atteindre leurs objectifs et aller loin. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce banc qu'on a vu quand Utah aussi avait pris des risques. Il l'avait fait il y a à peu près, je dirais, 2 ans et demi, 3 ans. On avait vu Utah passer un cap, abattre notamment les Clippers, si je dis pas de bêtises, au premier tour. Joe Johnson, Boris Dio, etc., qui étaient en sortie du banc. Là, il y avait du talent, de l'XP, et on voyait le banc du Jazz et on se disait, oh shit, vraiment, genre, s'il y a un blessé ou un problème, on sait qu'on peut se relayer dessus. Là, il n'y a pas cette opportunité-là. Un peu moins. Moi, j'aime bien Jeff Green. Ouais, mais c'est... Ça, c'est bien. Voilà. Je peux avoir confiance dans le petit Royce O'Neal pour faire de vraies minutes de temps en temps. Ouais. Après, sorti de là, les autres, je demande à voir. Non, c'est clair. Ed Davis va taffer, mais si tu dois avoir trop longtemps Ed Davis à la place de Gobert, tu vas quand même être saoulé. Non, c'est... Tu vois ? Clairement. Qu'est-ce qu'on aurait pu souhaiter en effet à ce Jazz ? C'est donc un mec en sortie de banc qui soit un peu un get bucketer. Oui, un créateur. Un créateur, un ball handler en sortie de banc. Ouais. Ce que peut devenir Exum, mais pour l'instant, on attend de voir. Je suis d'accord. On demande. Ça, c'est vraiment dans un monde parfait. Après, voilà, comme vous pouvez l'entendre, Quinn Snyder va avoir tellement d'options parce que tu peux jouer avec 2 baobabs dans la raquette quand c'est un petit peu physique. Tu peux avoir des snipers dans tous les sens. C'est pas mal. C'est vraiment très très bien. Beaucoup de jump shots. Il leur manque vraiment ce créateur. Parce que Mike Conley, c'est très bien pour venir aider Donovan Mitchell. Joe Ingles va continuer à créer. Mais on est à l'ouest, quoi. Il faut encore
Ce que les Clippers sont avec Lou Williams, ce que les Rockets sont avec Eric Gordon, ce que toutes les grosses équipes ont. Non, c'est pas ça. Ah, je rien, je me marre. J'ai le droit de me marrer. Non, mais je sais pas, je spoil un truc. Non, pas du tout. Non, tu spoilais rien du tout. C'est tout à fait vrai. Pour moi, c'est ça. Conley est un créateur, un gestionnaire impeccable qui va clairement apporter de la sérénité, il va décharger Donovan Mitchell dans des moments clés, il va nous faire jouer Gobert nickel, je suis même pas inquiet là-dessus, ça va servir et tout. Je trouve que l'apport de Bojan Bogdanovic, je comprends qu'il l'ait payé, parce qu'il a un vrai shoot, c'est une grosse menace, je veux dire, c'est le meilleur shooter de l'équipe. Et il peut jouer en ISO en plus. Là, tout de suite, il arrive, c'est lui le meilleur shooter. Ouais. Joe Ingles en rentre, Donovan Mitchell aussi et Conley aussi. Ah, c'est des cracks. Mais Bojan, c'est le meilleur shooter. C'est un spécialiste de la naissance. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que cette histoire de ball handler, un peu créateur, ce rôle d'Exum là en sortie de banc, il y a intérêt qu'il l'assume vraiment. Parce que si tu dois filer la création à Royce O'Neal ou à Emmanuel Mudiay, je me permets d'émettre 2-3 doutes. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, à ce propos, je mets juste la stat sous les yeux parce que je serais intéressé de voir. Ouais, voilà. Le mec qui provoquait le plus de lancers par match dernière, c'était Rudy avec 6. C'est pas normal. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un mec. Voilà. Donovan en avait 5. Mais Donovan, il doit plus driver. Voilà, il y en avait 5. Il faut que Donovan et Conley et Bojan rapportent du lancer. Du lancer. Donovan doit profiter de la présence de Conley pour peut-être un petit peu moins shooter de loin et peut-être un peu plus slasher. Utiliser ses qualités athlétiques. Tout à fait. Sa vitesse, son handle, enfin bref, Donovan Mitchell quoi. C'est ça. Et donc à Quinn Snyder de nous montrer qu'il peut trouver la recette parfaite. Mais tout ça, ça va nous mener à une grosse question. Allez, the question. Tu es chaud ? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. Nous sommes à Utah et il y a une grosse question qu'on va poser à Quinn Snyder et même au management au global. Alex, laquelle était-ce ? Est-ce qu'il s'agit de la meilleure équipe du Jazz depuis Stockton Malone ? Ouais, on est comme ça, nous. On est comme ça, on pose le délire. C'est l'heure du quart d'heure blasphème. Voilà. C'est pas la question tactique trop, c'est voilà. Question historique. Parce qu'évidemment, on va pouvoir en parler en long et en large de cette équipe par rapport à ce qu'elle peut proposer. Tu as fait tes 50 victoires l'année dernière et tu es souvent sur la 45-50 de victoires et là vraiment tu viens d'ajouter tout ce que tu pouvais espérer en termes de talent et d'expérience. Depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, on a eu des grosses équipes du Jazz, notamment celle avec Deron Williams, Carlos Boozer, Andrei Kirilenko, notamment même être au court. Ils sont allés en finale de conf ces mecs-là ? Ils sont allés contre les Spurs en finale de conf. Ouais, je dirais c'est 2007. C'est ça va jusqu'en finale de conf. L'année 2007. Où ils fument les Warriors de We Believe en demi. Les Warriors de We Believe en demi et les Rockets de Tracy McGrady au premier tour. Ouais, c'est ça. Je crois, de tête. Mais oui, ils ont fait les finales de conf avec Deron Williams. Williams, ne rigolez pas et ne parlez pas de kebab. Le Deron Williams ces années-là, honnêtement... On est dans la discussion avec Chris Paul pour savoir qui est le meilleur meneur de l'NBA. Mais bien sûr. Mais vraiment. Mais je suis d'accord. Il a des Donovan Mitchell dans chaque doigt. Ouais, à l'époque. Non, mais vraiment. Ouais. Il me manque, putain. Ah, je l'adorais. C'est dur. Et quelque part, Carlos Boozer, on était All-Star, ça gueulait dans tous les gueules. Et Kirilenko, il défendait comme un chien. Même être au court. Ouais. Non, elle était bien, cette équipe. Derek Fisher. Il y avait Derek Fisher sur le banc, ouais. C'était qui le 2 là-dedans ? Je me rappelle plus. Je vais te dire ça. Ça devait pas être si ouf que ça. C'est le Utah de 2007. Je dirais 2007. Ne bouge pas. Mais oui, en gros, est-ce qu'on peut concurrencer cette équipe-là ? Parce qu'il ne s'agit pas de concurrencer Stockton Malone. Bon, le mec qui a un MVP dans l'équipe, ça va 2 années de suite en finale NBA. Est-ce que tu es prêt pour ça ? Attends, c'est pas possible. Vas-y, c'est qui ? Ils font quoi ? Ils vont jusqu'en... Non, finale de conf, je crois, en 2007. Putain, incroyable. Nous avons Derek Fisher, Deron Williams, CJ Miles derrière Goran Gericek, Matt Harpring, Ronnie Brewer, Paul Millsap en sortie de banc. Avec Andrei Kirilenko sur le front de court, Carlos Boozer, Mehmet Okur, Jaron Collins, Rafael Aororo et la légende Lou Amundson. Qui déjà était en NBA et faisait du Airbnb un peu partout. Paul Millsap, il était sur le banc. Paul Millsap était en sortie de banc, bien sûr, avant d'être formé par... Laisse tomber. Bref. belle petite équipe. Ouais, grosse équipe. Qui va se farcir Houston et Golden State. Ouais. On est d'accord, depuis Stockton Malone, quand on dit est-ce que c'est la meilleure équipe, cette équipe du Jazz actuelle depuis Stockton Malone, pour moi cette équipe du Jazz de la fin des années 2000 avec Deron, Carlos Boozer et Kirilenko est la seule qui concurrence potentiellement. Oui, je vais regarder là, mais en effet c'est...
Non, c'est au début des années 2000, peut-être qu'il y en a une avec Kyrie en... Mais c'est tout, hein. Je suis d'accord. Non. Début des années 2000, il y a encore Karl Malone. Il y a encore Stockton. Disons que tu as eu 53 victoires en 2009-2010, mais ça c'était... Deron Williams. C'est ça. La même équipe, quoi. Donc il faut que tu tapes un meilleur bilan, parce que depuis ces 53-29 de 2009-2010, il n'y a jamais eu de meilleur bilan. Il y a eu 51 victoires il y a 2 ans, et il y a 50 victoires l'année dernière. Un meilleur bilan, ou peut-être une plus grosse campagne de playoff? Oui, tout à fait. Il faudra quand même déjà un meilleur bilan. Parce que tu peux pas te retrouver encore dans le siège du con, quoi. Utah fait une bonne régulière, et tu vas encore te taper les Rockets à cause de ton ceiling de merde. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Sinon, on va encore dire, le recrutement était bien, et puis nique. Il faut aussi provoquer ta chance, par rapport à ton ceiling de playoff. Parce que oui, en effet, on peut comparer les effectifs et se dire, c'était très bien en 2009, c'était très bien en 2007, etc. Mais les faits sont ceux-ci. Utah a toutes les armes pour pouvoir faire un gros push de playoff. Qu'est-ce qui en soi peut empêcher Utah de nous faire une Portland? C'est une question aussi d'alignement des planètes. De rencontrer un Thunder qui est un peu bancal au premier tour. De faire le taf en Game 7 à Denver qui est une équipe inexpérimentée. Il faut que Utah aussi puisse avoir cette chance-là. Il faut la provoquer, ta chance. Utah monte dans le top 4 déjà. Il faut monter dans le top 4, je suis d'accord. Non, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs? Est-ce que c'est compliqué? Cette question, autant elle est intéressante, autant y répondre avant la saison, c'est pas facile. Non, mais ils sont meilleurs. Comme ça, exactement. J'aurais tendance à dire ça. Non, mais ils sont meilleurs parce que quand le 5 majeur est meilleur. Bien sûr. La rotation complète, je veux bien voir, mais le 5 majeur, il est meilleur. Je veux dire, Mike Conley, c'est clairement le meilleur meneur que Utah ait eu depuis Deron Williams. Totalement. Bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus. Point barre. Bien sûr. Et Donovan Mitchell, je sais même pas s'ils ont déjà eu un arrière aussi fort, le Jazz. Pete Maravich, tu vois, mais je veux dire... Alex English. Pardon, Adrian Dantley, mais bon, c'est un ailier. C'est un ailier, hein. Ouais, tout à fait. C'est pas pareil. Hein. Non, bien sûr, Jeff Hornacek. Franchement, Donovan Mitchell, il a pas à rougir. Jeff Hornacek shoot mieux, mais Donovan Mitchell, il fait mieux quasiment tout le reste. Je suis bien d'accord. Donc, il est vachement intéressant, il a des qualités athlétiques incroyables. Et après, Rudy Gobert. Oui, non, mais ils ont une équipe qui, globalement, est au top du top. Ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que quand tu regardes tout ce groupe, je crois que tout le monde a la dalle. C'est-à-dire que Conley, il faut qu'il a gagné un titre. Conley, il a grave la dalle. Bogdanovic et Ingles, ils n'ont pas envie de traîner. Non, Mitchell, il est jeune, mais c'est un winner. Rudy, il a envie d'être All-Star. Et qui ont des comptes à régler aussi. Et en plus, il a des comptes à régler. Parce que Rudy, premier tour de playoff, Houston, Capella, etc., il y a des choses à montrer. Maintenant, quand on parle de cette équipe est-elle meilleure, quand l'année dernière, on voit le départ moyen de Donovan Mitchell, cette année, tu as Mike Conley et Bojan Bogdanovic. Donc quand il y en a un qui n'est pas dedans, l'autre step up. Et ce luxe-là, le Jazz ne l'a pas eu depuis une éternité. Et puis là où l'année dernière, le départ de Donovan Mitchell, le départ faiblard de Donovan Mitchell est aussi dû à sa première saison rookie, où du coup, dès l'entrée de saison l'année dernière, il est dans le scouting report, tu joues le Jazz. C'est clair. T'es les Raptors, tu fais Danny Green, Kawhi. Je veux pas entendre parler, moi, du sophomore. Tu vois ce que je veux dire? T'es les Warriors, tu fais, dis donc, les Thompson, allez dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite, quoi. Bien sûr. Tiens, Butler, Bradley Beal. Enfin, tu vois, et là, peut-être tu vas mettre ton meilleur défenseur sur Donovan Mitchell. Peut-être que c'est Bojan Bogdanovic ou Mike Conley ou les deux qui vont te mettre la sauce. C'est clair. Et ça, c'est vachement intéressant pour Quinn Snyder, pour le Jazz d'une manière globale. Hein. Parce que là, c'est un autre délire de défendre le Jazz cette année. Enfin, tout du moins le 5 majeur. Je te dis après sur les rotations, voir comment ça se goupille. Offensivement, il y a eu une transition. Ils ont voulu un peu plus courir que les années précédentes et ils ont profité de cette jeunesse. De ouf, hein. Bien sûr, mais en tout cas en attaque, ils ont dit merde, avec Ricky, avec Rudy, avec Donovan, il faut qu'on galope un peu plus. Là, tu peux le faire, mais surtout être meilleur sur demi-terrain. Voilà, il faudra vraiment être meilleur sur demi-terrain. Et il va falloir, et que ce soit au-delà des systèmes, parce que on parlait là de Donovan Mitchell, beaucoup d'observateurs là, avant que la saison démarre considèrent que c'est lui qui doit être All-Star cette saison. Il faut qu'il y ait un représentant du Jazz sans discussion au All-Star Weekend, et que lui notamment passe le cap. Parce que lui, c'est très bien de faire des saisons numériquement comme il a fait à 20 et 22 points, mais est-ce que pour un joueur comme Donovan Mitchell, est-ce que tu es ce joueur qui va faire ces lignes-là, mais qui en fait apporte quoi qu'il arrive tous les soirs? Donc quand est-ce que tu rejoins tu parles d'un cap en régularité, là? Tu parles de quoi? Exactement. Quand est-ce que tu rejoins la case à la Wade? C'est-à-dire, si ton shoot ne rentre pas, il y a encore beaucoup de matchs de Donovan Mitchell. Tu mets quand même 25 points. Parce qu'il y a des lancers, ou 8 passes, etc. Il y a encore beaucoup de matchs, des TFL, où Donovan Mitchell, il est à 4 sur 13, et tu te dis, merde, bon, il est jeune. S'il y a bien un truc sur lequel Donovan Mitchell peut progresser, c'est les petits à côté du scoring. C'est-à-dire,
s'il peut progresser et nous faire 1 ou 2 passes décisives de plus et nous prendre 1 ou 2 rebonds de plus, bah tout de suite t'as une ligne de stats en fait il est toujours à 22 points, mais en fait c'est un 22-6-6 en fait. C'est ça. Et là tout de suite c'est plus la même chanson, parce que le soir où il est à 16, peut-être il est à 8 passes et 8 rebonds. Exactement, ça libère tout le monde. Et du coup un peu le genre de progression qu'a su proposer DeRozan, qu'a su proposer Bradley Beal aussi. Et tous ces joueurs-là ont suivi un chemin, et on venait d'en parler dans la section précédente. 5 lancers provoqués par match, ça sera pas possible. Non. Dans les arrières élites de la NBA, Donovan Mitchell doit monter à 8. Il doit, et par contre là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va pouvoir vachement profiter de l'apport d'un mec comme Conley, quoi. Je veux dire, c'est trop bien. C'est trop bien. Conley, c'est un meneur, il va driver, il est malin, il est sneaky, il peut bien défendre, il shoot, et il va lui ouvrir des espaces, il va lui lâcher la balle quand il faut. Bien sûr. Il peut avoir Ingles et Bogdanovic chacun dans un corner. Il va avoir de l'espace l'autre. Non mais c'est exactement ça, et j'allais y venir, c'est qu'à partir du moment où Donovan Mitchell a la balle, et que cette fois c'est plus Rubio Favors, mais Conley Bogdanovic à 3 points sanctionnés, comment tu viens en aide en fait? Tu viens ou tu viens pas en aide. Non, et derrière il y a Poster. Il y a Rudy qui roule. Ouais. Bah mon gars, là il faut qu'il travaille aussi. Il a déjà, c'est ça qui est bien avec Donovan Mitchell, c'est qu'il a déjà pas mal de moves. Moi je trouve qu'il les utilise pas assez, mais par contre il a les moves, les pénétrations, l'eurostep, le flotteur, les petits shoots en déséquilibre. Donc pour moi Donovan Mitchell, la progression dont tu parles, elle passe par de meilleurs choix, de l'expérience, plus de drive, plus aller chercher les points près du cercle. Je suis d'accord. Ta comparaison avec Wade, c'est tout à fait ça. Il faut y aller là. Il faut monter ou DeRozan ou Beal ou quoi que ce soit. Il faut rejoindre l'élite. Et ça permettra notamment à Utah de rejoindre l'élite du printemps. Nous, on va s'occuper d'un petit trophée du peuple. The Golden. Exactement. Dites-nous ce que vous pensez en tout cas sur cette question de la mort. Et nous, on va s'occuper tout de suite du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or. Alex, tu te rattrapes. Il faut que je fasse gaffe. Backflip. Très propre. Voilà qui annonce de belles choses pour le Jazz et la Jazz Nation. C'est le Gérard d'Or, il est 3h du matin et nous sommes à la Vivint Smart Home Arena, le Delta Center. Là-bas. Exactement, là-bas. J'ai la maison de vacances de Westbrook. Exactement, avec ses meilleurs amis. Je ne finirai pas ma phrase. Et on va devoir choisir un joueur qui va nous faire cliquer sur le Jazz cette saison. C'est qui chez vous? C'est qui chez toi, Alex? Bojan Bogdanovic, le Croate. Bokits. J'ai beaucoup aimé ce qu'il vient de nous proposer depuis les 2 dernières saisons avec les Pacers. Franchement. Très bien. Et je trouve qu'en fait, ce Jazz, c'est un espèce de Indiana Pacers upgradé pour moi. Clairement. Dans la mentalité, dans la façon dont l'équipe est construite, ça défend dur, ça fait attention, c'est collectif en attaque. Alors oui, tu as un joueur fort, en plus c'est Oladipo, Donovan Mitchell, tu vois le jeune qui explose sur l'arrière. Qui monte, le mec qui peut faire très mal, qui est athlétique et tout, qui est très NBA moderne. Il va avoir le même rôle, Bojan, qu'aux Pacers, pour moi. Dans l'aile, pas peur de se frotter aux ailiers les plus forts et de les faire chier. Bien sûr. Et puis, t'as le ballon, tu reçois le ballon, t'es un peu ouvert, tu shootes. Carré. Tu ne te poses pas de questions. Tu shootes. Et tu cours en contre-attaque pour aller mettre un petit panier facile de temps en temps. Et puis, quand t'es en feu, t'inquiète pas. Quand t'es en feu, ça va se voir. On va te nourrir en ballon, mon gars. Et si tu dois mettre 28 points ou je sais pas combien, tu vas les mettre. Il n'y a pas de souci. Ça défend aussi. Et il a montré, je te dis, aux Pacers. Quand je dis c'est un Pacers upgradé, c'est pas négatif par rapport aux Pacers, c'est que je considère quand même que Quinn Snyder c'est une taille au-dessus de Mike McMillan. Je considère quand même que là en plus avec Mike Conley, je veux dire, je sais pas si Indiana a déjà eu un meneur comme ça ces dernières années. Je trouve quand même que Rudy Gobert, je sais que Miles Turner va pas être d'accord avec moi, mais bon perso, moi je préfère Rudy Gobert en défense. #FIBA. Voilà. Donc tout ça, je trouve qu'un joueur à la Joe Ingles, c'est très intéressant à avoir à côté pour Bojan. C'est-à-dire que Bojan a vraiment Mike Conley, Joe Ingles et Donovan Mitchell qui sont capables de faire des différences qui vont lui ouvrir des tirs. Bah putain. Et en plus, Bojan aux Pacers, il a montré 2-3 fois, et vas-y que je pose la balle, et je vais chercher mes lancers, et je suis sneaky, et je prends un petit rebond offensif, et je fais le mec shooter, je le laisse tomber sur mon dos, j'essaie de la mettre, enfin... C'est un Croate, quoi. C'est pas péjoratif du tout, c'est un compliment dans ma bouche. Il a appris le basket dans une pure école, quoi. Bien sûr. Et là, vraiment, je pense que pour le Jazz, on a beaucoup parlé du trade de Conley. On va pas commencer à dire que Conley est le gros renfort de cet été
côté Jazz, mais c'est peut-être Bojan Bogdanovic qui peut faire la plus grosse différence. Ouais, je suis d'accord. Voilà, parce que s'il commence à nous foutre 18 points par match depuis l'aile, là... Non, c'est clair, il va devoir. C'est vachement intéressant. Hein. Je suis d'accord, et puis le nombre de situations, en fait, parfois à Indiana, c'était un peu la mouise, et en fait, il y a 4 shoots à 3 points qui rentrent en 3 minutes, et le match, il est décousu. Et ça, il y en a qu'un autre qui peut le faire, en fait, à Utah. Et j'adore Mike Conley, mais c'est soit Donovan Mitchell, soit Bojan Bogdanovic. Tu vois, on parlait de step-up en play-off contre un Rockets ou quoi. Et le Bogdanovic game, tu sais qu'ils vont le kiffer à Utah. Exactement. Comment ça change la life. S'il y en a qu'un, ouais. Ils sont à -8, ils sont dans la merde. Et bam, allez. Il y a plus ça, fait chier. Elle croit de fou. C'est ça. Hein. D'accord. Ça, ils ont pas eu ça depuis longtemps. Quoi. Non, c'est clair. Autre chose qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps, c'est un meneur absolument incroyable. Mike Conley, c'est lui, Mike Conley, qui va me faire cliquer sur le Jazz cette saison. Bon, certes, Joe Ingles va être, dans la plus pure tradition du trash talking, le joueur qui va tous nous faire cliquer sur le Jazz. Mais Mike Conley, la curiosité est trop grande. On part du principe que le Jazz est une des franchises dans sa construction et dans sa manière de faire les plus respectées de la NBA. On a toujours dit franchise intelligente. On a un joueur qui, depuis des années, a toujours été respecté parce que il est fort et il est intelligent. Que donne cette mayonnaise ? Est-ce que c'est le meilleur fit de cette intersaison-là ? Est-ce que dans toutes les signatures qu'il y a eu, dans tous les transferts, est-ce que Mike Conley, c'est pas cette espèce de changement de cap ? On a eu des trades comme ça parfois dans l'histoire, où on a vu des équipes qui étaient très bonnes, mais il leur manquait une pièce. Rashid Wallace aux Pistons, par exemple. Un exemple qui me vient maintenant en tête, c'est pas du tout la même chose, mais ce genre de petite pièce qui en fait complète l'image. Est-ce que Mike Conley, c'est pas lui en fait qui permet à Donovan Mitchell de rejoindre le step weight dont on vient de parler ? Est-ce que Rudy Gobert, là où cette fois on sèche les larmes et on devient All-Star, c'est pas Mike Conley qui lui dit justement défonce-toi ? Je suis hyper intrigué. La production, j'ai pas de problème. Quelle que soit la production sur le terrain, il va y avoir de la grosse défense, du leadership, du shoot, de la passe décisive et des gros tirs, on le sait. Mais c'est Utah dans son ensemble. Est-ce que Mike Conley va... Est-ce que c'est Mike Conley qui se ramène là au camp d'entraînement et fait « On joue le titre, les frères ». Est-ce que c'est lui qui leur fait vraiment passer un cap ? C'est ça. Et je pense que l'investissement a été assez important. Ils ont lâché un peu de pic de draft, ils ont lâché quand même quelque chose pour que Memphis puisse lâcher Conley. Il faut que ça se traduise là, maintenant. Et je vais regarder tellement Conley dans tous les gros matchs face à des meneurs All-Star. Il est dans la division avec Damian Lillard, il est dans la division avec Jamal Murray, il y a des Westbrook qui vont passer dans le coin. Il va jouer tout le monde 3 fois minimum. Il va jouer tout le monde 3 fois, mais ces gars-là, quand il va avoir le fameux Utah-Portland, Utah-Lakers, Utah-Spurs, Utah, tous les gros qui vont passer à Salt Lake, est-ce que ce sont des mixtapes de Conley où on se dit putain merde en fait, ou est-ce que ils sont relous des mixtapes de Conley ou genre des mixtapes du Jazz? Non mais parce que genre Damian Lillard en fait c'est le soir où comme de par hasard c'est un peu galère, il a du mal à rentrer au tir. C'est ça. Conley ça se voit pas trop, il est à 16 points, 7 passes, par contre le Jazz il est à plus 10 lui. Exactement. Non, bien sûr, merci, bien sûr. Quoi. C'est pour ça que la production statistique, moi je ne l'attends pas vraiment, c'est tout ce qu'il peut représenter et son duo en termes de vis avec Joe Ingles. C'est-à-dire que là, vraiment, au niveau des coups de pute, on va y aller. Et puis il y a le duo d'arrière avec Mitchell. Et avec Mitchell, voilà. C'est casse-couille à jouer. Hein. Donc, et puis des deux côtés. Hein. Bien sûr. Donc j'ai l'impression que Conley peut être un petit peu ce morceau qui peut tout compléter et faire en sorte que le Jazz, dont on ne parle pas du tout cet été, parce que Los Angeles, les Rockets, etc., ils mettent tout le monde dans le rétro. Ce sera à voir, pas forcément régulière, mais surtout en play-off. Bojan pour Alex, Mike Conley pour Bibi. Nous, on va devoir se pencher sur l'ultime section. Le pronostic. Avec un C comme... Avec un K. Avec un K. Très bien. Comme Utah. Magnifique. Et on va regarder ça tout de suite dans le pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Mais avant ça, là, je tiens à le préciser, les cotes pour le champion vont commencer à être intéressantes. 15 pour le Jazz. Cote à 15. Déclic ou pas déclic. Imagine, tu fais une Raptors. N'empêche que tu commences à réfléchir à ton billet. Là, sur les dernières previews, on va commencer à réfléchir gentiment. Le Jazz va être champion, hein. Mais tu commences à te dire, bon, en fait, peut-être les enfants pourront pas partir en vacances, mais ça se tente. Voilà. Peut-être que je vais faire des grosses dingueries. Peut-être que t'auras du cassoulet à Noël. Voilà, c'est ça. Je ne contrôle pas. C'est ce genre de choses. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous allez sur Unibet et vous pouvez parier là-dessus. Comme ça, on suivra ensuite la preview l'année prochaine. Le Jazz, incroyable champion NBA après les Raptors. N'importe quoi. Alex, tu as surtout un pronostic à nous envoyer. Allez. Tu es prêt ? Ouais.
24 secondes pour résumer la future saison du Jazz. Attention, 3, 2, 1. Andrei Kirilenko. 52 victoires pour le Jazz cette saison, je leur en mets que 2 de plus que la saison dernière parce que ça s'est bien renforcé autour et tout. Et surtout, je suis un tout petit peu sceptique sur la vraie profondeur, la rotation, le talent qu'il y a en sortie de banc, comment Quinn Snyder va organiser tout ça. Parce qu'on sait qu'en régulière, il faut quand même utiliser 8, 10, 11 joueurs. Par contre, là où ils sont vraiment attendus, le Jazz, c'est en play-off, quand les rotations elles se réduisent. Ce Jazz, sur une rotation à 8 de play-off, que Quinn Snyder fait tourner, putain, il vise la finale de conf vraiment, et genre c'est sérieux quoi, c'est genre va falloir, ce Jazz là en playoff va falloir le sortir. Tu es bien d'accord. Magnifique. Voilà. On était sur un record. Je trouve il était beau. Ah ouais, non, il fallait. Je trouve que pour la régulière, il y a des matchs à la con, Conley peut se blesser, Gobert aussi. Tu vois, genre on verra la régulière. Ils vont pas forcer, ils vont pas prendre de risques. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, 52 wins quand même. 52 wins sans forcer. Eh bien, écoute, 3, 2, 1, top chrono. 53 victoires pour le Jazz, qui, je crois, est dans mon top 4 de la conférence Ouest. En fait, faites ce que vous voulez jusqu'à fin mars. Je m'attends à un bon 5 majeur, etc. Mais pitié, placez-vous bien le Jazz. Ne tombez pas sur les Rockets, sur vos équipes kryptonites. Essayez d'assurer vos matchs en antenne nationale. Ceux-là, je vais vraiment tous les suivre, ceux du Jazz, pour essayer de tenir le regard face au gros cylindré, le Superstar System. Ça fonctionne en play-off. Il faut montrer que même s'il y a des additions, tu peux aller très très loin avec un des plus beaux étés de l'histoire de ta franchise. 24 secondes, nickel. 31 et toi t'étais à 40. T'étais à 40. Hein. Ça va. T'es monté à 40. Ça va. Et moi j'étais à 31, franchement. En SIS, ça passe en 40. Franchement, il est dans les clous. Ah bah bien sûr. Moi j'attends le jour où on va faire 2 fois 24. Genre le bon 48. Je suis pas d'accord. Il y a un petit over-under surtout sur le Jazz. 53,5. 53,5. Je suis un donc poil en dessous t'es un point et en toi dessous, t'es un ça. micro-poil en dessous. Je suis dedans. Ouais. Est-ce que vous mettez plus de 53 victoires au Jazz ou moins? Peut-être. Après, il y a quand même une grosse concurrence. Et Je suis bien en tout cas, ils sont dans ces eaux-là. Ils sont au-dessus des 50. Tu vois, genre, on est à l'aube d'une saison régulière où on est là, où tranquille, sort un, on dit putain, le Jazz vont faire au moins 50 wins, quoi. C'est ça. Et le Jazz, donc, dans nos deux. On va le montrer dans le gros tableau. Le gros tableau? Allez. Le Jazz a l'avantage au premier tour des playoffs. Oui. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas, hein, top 5, 6, 7. Ah, il y en a qui le mettent sur le podium, peut-être, le Jazz. Ouais. Il y en a qui le mettent sur le Pourquoi podium, le Jazz, tout à fait, Moi, en j'ai régulière. hésité. Ça peut dérouler, je suis bien d'accord. Dans tous les cas, nous, vous le savez, on se retrouve demain avec une nouvelle preview. Oh là là, la saison, elle arrive, la NBA reprend ses droits. là. Exactement, elle arrive en courant. Et il y a un autre truc qui arrive en courant aussi, c'est ton indice? Ouais. Il est à l'affiche. I know you